vais me présenter très très rapidement. Il y en a qui me connaissent, puisqu'il y en a que j'ai déjà rencontré physiquement, et il y en a d'autres avec qui on a eu le plaisir de faire des formations ensemble. Donc, moi, je suis Sarah Nedelec, je suis sophrologue certifiée RNCP depuis 2016. J'exerce en cabinet dans une maison médicale qui est située dans le Val d'Oise. Je suis spécialisée sur le public des enfants et des adolescents depuis 2016. J'en reçois donc beaucoup à mon cabinet, mais j'en accompagne aussi au travers de séances de groupe et pour certaines, vous le savez, certaines ou certains, majoritairement en centre de loisirs. À côté de mon activité de sophrologue, je suis formatrice. Maintenant formatrice indépendante depuis l'année dernière, après avoir été formatrice dans une école de sophro. Pour ne pas la citer, qui est donc l'IFS, Institut de formation à la sophrologie, qu'on appelle maintenant Aliota Formation. Et avec ma collègue Nadine Atmani, qui est peut-être déjà en ligne, je suis la collaboratrice et la co-auteure des sophrocontes, qui sont des contes sophrologiques pour les enfants, et du livre Relaxation dynamique pour les enfants, qui est sorti il y a 1 mois et demi. Voilà, pour les présentations. Déjà, je tenais à vous informer du contenu de ce live, en tout cas du contexte de ce live. Sur ce groupe Facebook, je propose des lives qui sont des lives d'information. Désolée, j'ai un petit chat qui joue avec mon rideau. Qui sont des lives d'information et non pas des lives de formation. Donc ce soir, on va être ensemble pour une durée d'environ d'environ 30 à 45 minutes. Évidemment, en 30 à 45 minutes, un soir comme ça sur Facebook, je ne pourrai pas vous faire une formation sur les protocoles, mais par contre, je vais pouvoir vous partager un certain nombre d'informations sur le sujet, aussi vous faire part de mon retour d'expérience et répondre à vos questions si vous avez des questions spécifiquement en lien sur ce sujet. Je dispense des formations, mais il faudrait bien plus que 30 ou 45 minutes pour vraiment traiter le sujet à 100%. Donc ce soir, on va parler des protocoles adaptés aux enfants. Et puis, on va se donner 30 minutes pour échanger sur ce sujet-là. J'ai préparé des petites choses à vous dire, donc j'ai toujours mes petites notes qui sont avec moi. Quand on aura terminé cette partie-là, certainement qu'il nous restera un petit peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions sur une dizaine ou une quinzaine de minutes. Donc on se dit comment concevoir des protocoles adaptés aux enfants. Déjà, il me paraît intéressant et important de rappeler ce qu'est un protocole, ce que ça veut dire et ce que ça comprend. Donc, simple rappel, normalement, vu que vous êtes tous sophrologues ici, je pense, vous devez évidemment connaître cette notion de protocole qui est en fait le programme d'un accompagnement qu'on va avoir avec un enfant. Et dans ce protocole, eh bien, on a toutes les étapes clés de notre accompagnement, c'est-à-dire un certain nombre d'informations qui sont répertoriées. Alors, si vous avez été formé dans la même école que moi, on aura les mêmes termes, mais peut-être que vous aurez des termes un peu différents si vous avez été formé ailleurs. En tout cas, dans le protocole, pour un objectif donné, pour une personne donnée, on va avoir des grandes phases. Peut-être ça vous parle, la phase curative, préventive et phase de clôture. On va avoir des grandes étapes. On va avoir des séances avec des intentions de séance. Et on va avoir aussi des exercices de sophro, dynamique et statique. Donc ce protocole, généralement, on le conçoit, nous, sophrologues, quand on est en interséance et quand on est seul, après avoir reçu notre enfant, et généralement son parent, pour la toute première rencontre, qui était donc une séance de découverte. Jusque-là, tout va bien. S'il y a des questions, des choses pas claires, évidemment, je vous vois en commentaire en live, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Là où je voulais en venir, c'est que peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent la notion de protocole type, c'est-à-dire de protocole qui pourrait avoir une trame commune à un certain nombre de demandes ou à un certain nombre d'enfants. On a des protocoles types qui correspondent à des besoins généraux pour améliorer notre quotidien.
Et en l'occurrence, pour ma part, de mon expérience auprès des enfants, dans à peu près 85 à 90% des cas, j'ai des demandes qui concernent l'amélioration du quotidien pour des enfants. Je m'explique. Les demandes principalement rencontrées par les enfants, ça sera tout ce qui concerne la gestion des émotions. Donc ça inclut la colère, ça inclut la frustration, ça inclut les peurs, ça inclut aussi l'hypersensibilité. Et ça va correspondre au protocole type, ou en tout cas à la grande trame de protocole qu'on peut appeler l'amélioration du quotidien. C'est-à-dire un enfant qui va bien, mais qui a quelques troubles ou difficultés et qui veut aller encore mieux en réglant ce trouble ou cette difficulté. On va avoir beaucoup d'enfants qui auront des problématiques de confiance. Donc, soit l'enfant timide, soit l'enfant qui n'ose pas entreprendre de nouvelles choses ou qui le fait, mais qui n'a pas confiance en lui et qui en souffre. Donc, ça va aussi être dans ce protocole d'amélioration du quotidien. Il va y avoir des demandes qui concernent les apprentissages des enfants. Donc, ça rentre aussi dans cette amélioration du quotidien puisque l'enfant va bien, mais il a besoin de travailler pour gérer son stress, le stress qui peut nuire à ses apprentissages. Il a besoin de travailler sur sa concentration, sur sa mémoire, sur sa confiance. Donc là encore, ça rentre dans l'amélioration du quotidien. On peut avoir des enfants qui auront des demandes autour du changement, des difficultés à s'adapter au changement. J'ai déménagé, j'entre dans une nouvelle ville, j'intègre une nouvelle école, j'ai perdu mes amis, j'ai plus d'amis, en tout cas pas encore. Ou bien le petit frère ou la petite sœur est arrivé et c'est difficile ce changement-là. Ou bien papa et maman divorcent. Ou bien un deuil. Donc l'adaptation au changement, c'est un besoin fréquemment rencontré par les enfants et ça rentre aussi dans cette grande rubrique de l'amélioration du quotidien. Et puis il va y avoir des demandes sur le sommeil. Le sommeil, c'est un sacré sujet pour les enfants et ça peut être des soucis d'endormissement. Ça peut être des soucis pour dormir seul dans son lit, ça peut être des peurs nocturnes, ça peut être des cauchemars, ça peut être un sommeil perturbé qui génère de la fatigue. Et ça aussi, ça rentre dans l'amélioration du quotidien. Donc pour ma part, moi qui suis dans une ville avec un cabinet qui reçoit, on va dire, un public généraliste avec tout type de demandes, dans 85 à 90% des cas, j'ai des demandes qui rentrent dans ce que je viens juste de vous présenter. Et qui rentrent donc dans ce fameux protocole type d'amélioration du quotidien qui peut être adapté aux enfants. Tous les protocoles types qu'on peut être amené à concevoir pour un adulte, on peut les garder et les adapter pour des enfants. Dans la majorité des cas, pour ma part, en tout cas, ça sera de l'amélioration du quotidien. Ça peut être d'autres demandes qui vont être sur d'autres protocoles types que vous connaissez aussi déjà certainement. La préparation mentale, ça me concerne moins, mais ça peut, sur un enfant qui va se faire opérer, par exemple, une opération chirurgicale, ou un enfant qui va avoir un événement scolaire. Alors, il n'y a pas forcément encore d'examen, mais il peut y avoir des contrôles, il peut y avoir des présentations, des exposés, il peut y avoir des choses stressantes avec une date précise qui vont faire l'objet d'un protocole de préparation mentale. Il peut y avoir des enfants qui auront une pathologie et qui auront un traitement et qui viendront pour que vous les accompagniez en complément de leur traitement. Si ce sont des enfants qui souffrent notamment ou qui ont des douleurs ou de la fatigue liées à la maladie ou au traitement. Personnellement, je n'en reçois pas, donc ce soir, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Je ne voudrais pas parler des choses que je ne connais pas. Mais si vous exercez près d'un pédiatre, d'un centre hospitalier, d'un centre de rééducation pour les enfants, peut-être que là, vous allez être amené à accompagner avec ce type de protocole. Et pour finir, il peut y avoir des enfants que vous allez accompagner pour dépasser une phobie ou dépasser certains troubles alimentaires, par exemple. Alors, personnellement, les troubles alimentaires, je ne fais pas trop non plus, donc je ne vous en parlerai pas ce soir. Par contre, la phobie, il m'arrive d'en recevoir. Et je dirais que c'est à peu près 5% des cas, pour ma part.
que je vais accompagner avec ce protocole type d'accompagnement d'une phobie, qui peut être une phobie sociale. La majorité du temps, pour les enfants, ça peut être donc phobie sociale si l'enfant a du mal à parler en public, parler aux autres, aller vers les autres, interagir. Ça peut être une phobie scolaire, si l'enfant ne veut plus, il y a un blocage pour aller à l'école suite à des difficultés. Et ça peut être aussi des phobies qu'on appelle spécifiques, c'est-à-dire sur des objets bien précis, comme la phobie d'un animal, la phobie du sang, la phobie du vomi, quelque chose d'assez commun et qui peut vraiment être handicapant. Et auquel cas, avec ce protocole type d'accompagnement d'une phobie, vous allez pouvoir l'adapter pour accompagner un enfant. Alors Priscilla, un complexe, ce serait amélioration du quotidien, un complexe physique, j'imagine. J'aurais tendance à dire oui. Du moment que ça ne tourne pas à la phobie, c'est-à-dire vraiment une peur excessive et handicapante dans le quotidien qui dure dans le temps, à ce moment-là, c'est plutôt de l'amélioration du quotidien. On était en train de se dire que tous les protocoles types des adultes, en tout cas qu'on conçoit pour des adultes, peuvent être adaptés pour des enfants. C'est une bonne nouvelle. Il y a des choses qui ne vont pas changer, c'est-à-dire vos phases, ça va être les mêmes. La phase curative, qui répond à des besoins immédiats, ben on va aussi l'avoir pour des enfants qui ont besoin d'évacuer du stress ou des tensions, ou des peurs, ou de la douleur. On va aussi avoir une phase préventive, puisque ces enfants-là, quand ils se sentiront déjà plus apaisés, on va aller stimuler, renforcer des capacités en eux, faire en sorte que le travail soit durable. Et puis on aura une dernière phase de clôture pour qu'ils puissent remarquer qu'ils sont capables de dépasser le problème pour lequel ils sont venus. Donc les phases restent les mêmes, les grandes étapes du protocole type restent les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Au sujet des protocoles adaptés aux enfants, si on prend par exemple un protocole d'amélioration du quotidien pour un enfant qui vient vous voir pour une problématique de gestion des émotions, ce qui est quand même assez fréquent. L'objectif, ça pourrait être je veux gérer calmement mes émotions au quotidien. Dans ce protocole, on a des phases, on a des étapes. On a une première étape qui va permettre à l'enfant, alors moi j'aime pas trop ce terme évacuer une émotion, j'emploie plutôt le terme apaiser une émotion, parce que vous allez pouvoir accompagner l'enfant à identifier ce qu'il ressent comme émotion, déjà. Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, de la frustration? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Donc vous allez amener dans cette première étape l'enfant à identifier ce qu'il ressent comme émotion, à accepter qu'il ressent ces émotions, c'est déjà beaucoup. Et en les identifiant et en les acceptant, ça va permettre qu'il s'apaise. C'est en ça qu'on va parler d'évacuation. Mais cette évacuation, elle va se faire que en identifiant déjà ce que c'est cette émotion et reconnaître que je la ressens et que c'est ok et que j'ai le droit de la ressentir. Quand l'enfant a apaisé ces émotions-là, dans ce protocole en tout cas, pour gérer plus calmement ses émotions, évidemment il y aura une autre étape dans laquelle vous allez pouvoir l'amener à se remplir d'un état plus positif, un état dont il a besoin, peut-être de la détente, peut-être du calme. Et puis après, vous allez partir sur une phase qui va permettre de prévenir de la rechute, donc la fameuse phase préventive, où vous allez stimuler les capacités de l'enfant pour qu'il gère calmement ses émotions. Donc forcément, vous allez stimuler du calme, mais pas que, peut-être de la maîtrise. Et puis dans la quatrième étape, vous allez faire en sorte qu'il renforce toutes ces capacités que vous aurez déployées. Et là, ça va être beaucoup au travers de projection, exercice de projection, où cet enfant va pouvoir s'imaginer dans des scènes de son quotidien en train de réussir à gérer calmement ses émotions au quotidien. Et puis dans la dernière étape, quand le chemin a été parcouru, évidemment, il y a une dernière séance qui permet de mesurer tout ce chemin parcouru. Pour répondre à vos questions, par quel biais découvre-t-il l'émotion en cause? Par votre biais, ça c'est votre boulot. Enfin, c'est notre boulot de sophrologue, par notre questionnement, qui va apporter des réponses. Que ces réponses soient sous la forme de mots, de dessins, de cartes, si vous utilisez des cartes pour permettre d'identifier ces émotions, à la limite, peu importe, mais c'est le sophrologue qui va aller à la pêche aux infos
pour essayer de faire verbaliser à l'enfant les émotions qui pourraient lui poser problème. Généralement, l'enfant a besoin d'aide puisqu'il ne connaît pas forcément toutes les émotions, donc il y a une partie de, entre guillemets, information, presque éducation parfois à faire sur les émotions pour que l'enfant les connaisse mieux et puisse être à même de vous dire ce qu'il ressent. Donc, l'identification des émotions, est-ce que ça se fait pendant l'anamnèse? Bah oui, ça se fait pendant la première anamnèse, la première séance, mais ça se fait aussi pendant l'anamnèse de chaque début de séance. Et la cinquième étape, eh bien, c'était la phase de clôture. Donc c'est cette dernière séance dans votre accompagnement, lorsque le chemin a été parcouru pour que l'enfant puisse comprendre que ça y est, il a réussi, qu'il s'est transformé et qu'il a atteint son objectif. Si les émotions ne posent pas de problème à l'enfant mais à son entourage, eh bien, il va falloir parler avec l'entourage. Il est fréquent que moi je doive aussi informer le parent que la colère de l'enfant c'est normal, que c'est une énergie qu'on a tous dans notre corps, c'est cette émotion, et que on ne pourra pas rendre sage un enfant en l'accompagnant avec la sophrologie, puisque ce n'est pas ça le but. Donc si l'enfant, lui, ne voit aucun problème à se mettre en colère, que ça lui pose pas de problème et qu'il est tout à fait ok et que ça le dérange pas, qu'il n'a pas envie que ça change, pour moi, il n'y a aucun intérêt à l'accompagner avec la sophrologie. Si ce n'est faire plaisir aux parents, ce qui n'est pas du tout le but. Par contre, si l'enfant il se met en colère et qu'il remarque que ça crée des conflits, que des fois il se sent pas bien, qu'il regrette après parce qu'il dit des choses méchantes, que même il tape son petit frère ou sa petite sœur, que ça a créé plein de disputes avec ses parents et qu'après il se sent très triste et qu'il a envie que ça change, bon bah là ça vaut le coup de l'accompagner. Il y a l'enfant et il y a l'entourage, mais vous accompagnez l'enfant. Et si l'enfant veut que ça change, eh ben c'est ok. Si l'enfant ne veut pas que ça change, mais que c'est que le parent, il faudra dire aux parents: je suis désolée, mais la sophrologie implique d'être un minimum volontaire et si l'enfant n'est pas forcément en train d'adhérer à ça, je ne pourrais pas l'accompagner très longtemps. Mais par contre, vous pouvez accompagner le parent dans ce cas-là. Et des fois, ça peut arriver de changer. Parfois, certains parents, ils sont réceptifs à ça si c'est amené avec bienveillance et si finalement ça leur fait du bien à eux. Donc voilà pour l'exemple sur la gestion des émotions. C'était juste pour illustrer comment on peut adapter un protocole d'amélioration du quotidien sur une thématique qui est quand même assez récurrente chez les enfants, qui est la gestion des émotions. Alors Rebecca, je réponds à la question tout de suite. J'avais prévu d'y répondre plus tard, mais maintenant, tant qu'il y a la question, j'y réponds tout de suite, comme ça c'est fait. Généralement, un protocole avec un enfant, ça va être un peu plus rapide qu'avec un adulte. Avec un adulte, moi j'ai appris 8 à 12 séances. Généralement, c'est plutôt une dizaine, une douzaine, voilà, ça dépend. Avec un enfant, c'est généralement plus court, ça peut être en moyenne 6 à 8 séances. Ça reste des moyennes et des fourchettes, hein, évidemment, ça dépend de chaque enfant, mais en tout cas, c'est plus court parce que les enfants ont quand même moins de filtres, ils ont moins de vécu déjà, donc ils ont peut-être moins de croyances limitantes et ils ont une meilleure plasticité cérébrale que des adultes. Tout ça fait que généralement le travail se fait un peu plus rapidement. Et est-ce qu'ils suivent des protocoles complets? Ça dépend. Ça dépend. Certains enfants oui, d'autres enfants non, mais en fait c'est comme les adultes. Il y en a qui vont jusqu'au bout, et c'est tant mieux. Il y en a qui arrêtent à la moitié, et c'est comme ça. Voilà. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'informer parents et enfants dès la première séance que un protocole c'est progressif, un accompagnement est progressif, qu'il y a plusieurs étapes, que chacune des étapes est importante. Vous pouvez même expliquer cette première étape servira à ça et l'autre et l'autre et l'autre, et que c'est important d'aller jusqu'au bout. Voilà, vous pouvez expliquer ça, et vous pouvez éventuellement le rappeler, mais si l'enfant perd sa motivation au cours de l'accompagnement, qu'il a plus besoin, qu'il estime qu'il a plus envie, on ne pourra pas le retenir. Avec des enfants TDAH, Audrey, il faudrait juste m'indiquer un objectif par exemple, parce que c'est vaste. Tout dépend de l'objectif de l'enfant TDAH. Si c'est un objectif qui concerne ce trouble, ou si c'est un objectif qui n'aurait pas de lien avec le trouble. Dernier exemple, si vous accompagnez un enfant qui a une phobie, eh bien là encore, vous pouvez prendre votre protocole type accompagnement d'une phobie et l'adapter pour un enfant. Ça va être les mêmes grandes étapes.
Les mêmes phases, les mêmes grandes étapes. Exemple, une enfant que j'avais reçue au cabinet parce qu'elle avait la phobie du vomi, l'hémétophobie, qui est quand même assez répandue. Et que pendant les trajets en voiture, notamment en famille, c'était l'enfer parce que elle ayant été malade, et plus d'autres membres de la famille ayant été malades, c'était l'angoisse que quelqu'un soit malade à nouveau. Donc c'était très compliqué. Son objectif, c'était qu'elle voulait être détendue pendant les trajets en voiture, en famille. Si on reprend ces étapes-là, dans la première étape pour cet enfant, elle a besoin qu'on travaille sur le calme pour qu'elle puisse être dans des bonnes prédispositions pour la suite de l'accompagnement qui va vraiment parler directement de sa phobie. Ça, c'est une première étape dans la phase curative. Après, il y a une deuxième étape dans laquelle elle va être amenée à se confronter à sa phobie, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire après avoir installé une ressource pour cet enfant de détente. Exemple, elle se sent très détendue quand elle est en train de faire des coloriages. Et ça, c'est sa ressource. Eh bien, vous allez l'amener à se projeter dans la situation de sa phobie. Se projeter, par exemple, dans la voiture, en train de partir pour un trajet en vacances, et un membre de sa famille se sent mal, a la nausée, et la voiture s'arrête, et quelqu'un va vomir. Par exemple. Comme pour des adultes, cette séance avec un enfant pourra être répétée jusqu'à temps que l'enfant soit en mesure d'imaginer cette scène sans que ce soit trop insupportable, sans qu'il y ait besoin de faire ce fameux geste signal, ou sans qu'il y ait besoin de changer complètement d'image pour aller sur l'image ressource. C'est la même chose avec un enfant. Puis après, vous allez renforcer la motivation de l'enfant dans une autre étape, une troisième étape, pour qu'il puisse dépasser sa phobie. C'est le même intitulé d'étape. Ce qui va changer, c'est la manière de le faire, c'est-à-dire évidemment avec les enfants, tout sera différent en termes de pratique, ce sera beaucoup plus ludique. Là, vous allez pouvoir faire évoquer à l'enfant tout ce qu'il ou elle pourra faire après, quand ce sera un sujet du passé. Qu'est-ce que tu pourras faire après quand tu n'auras plus peur du vomi? Je pourrais prendre le car pour aller en voyage scolaire, je pourrais aller en colo, je pourrais partir en vacances plus souvent, je pourrais aller en week-end avec des copines, etc. Et ça va permettre de renforcer ses motivations, puisque vous allez vous baser là-dessus. Et puis, dans une quatrième étape, dans cet accompagnement de phobie, vous allez toujours renforcer l'estime de l'enfant, qui va se sentir généralement coupable ou honteux ou ridicule parfois d'avoir cette phobie qui parfois est qui n'a pas vraiment qui est irraisonnée, irrationnelle. Et pour l'y aider, vous évoquerez, donc là, cette personne évoquera ses qualités, ses capacités, ses nouvelles capacités qui auront été stimulées juste avant. Vous évoquerez aussi sa progression au travers des séances. Et puis il y a une ultime étape dans ce protocole, en tout cas dans ce protocole type, qui est toujours la même, qui est la dernière séance quand votre enfant a dépassé sa phobie, qui vous dit c'est bon, j'arrive à m'imaginer prendre la voiture sans avoir peur qu'il y ait du vomi. En tout cas, que cette peur reste tout à fait raisonnable et tout à fait acceptable. Ça veut dire que le chemin a été parcouru et que l'enfant est capable de clôturer son accompagnement pour se dire c'est bon, j'ai réussi. Alors, le délai entre chaque séance, ça dépend. Il n'y a pas de fréquence type. Personnellement, je trouve que le délai de tous les 15 jours a du sens, sans être trop contraignant en termes de disponibilité, de budget et de rapprochement d'entraînement personnel. Mais généralement, au début d'un accompagnement, j'amène les enfants à ce qu'on se voit une fois par semaine. Si c'est possible, c'est bien, on fait comme ça. Si c'est pas possible, on se voit une fois toutes les 2 semaines. Au-delà, ça va rallonger l'accompagnement. Ça va favoriser le décrochage entre chaque séance. Donc ça, à mon sens, ça perd un peu d'intérêt, même si c'est pas impossible. Pour des enfants neuroatypiques, j'en reçois peu, parce que je ne suis pas spécialisée sur ces troubles-là. Je préfère rediriger vers d'autres sophrologues dans mon secteur qui sont spécialisés sur ces troubles-là. À mon sens, c'est plus pertinent. Principe de réalité objective. Si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit jusque-là, on s'est dit que pour concevoir des protocoles adaptés aux enfants, on peut partir de la base des protocoles des adultes. Il y a beaucoup de choses qui vont être communes. Il y a les phases, il y a les grandes étapes, il y a des intentions de séance et il y a des exercices. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, la pratique en elle-même.
Finalement, ce qui va changer, c'est les exercices que vous allez mettre dans vos protocoles, les exercices dynamiques, mais aussi les sophronisations. Ce qui va changer, c'est aussi les intentions de vos exercices, puisque vous allez les formuler d'une manière ludique, pour que ça raconte une histoire à un enfant. Ça, c'est vraiment le point majeur qui va être différent dans vos protocoles avec les enfants. La pratique, plus ludique, et surtout l'adaptation à leur vocabulaire, à leur goût, à leurs besoins. Après 7 ans de pratique, quand je conçois un protocole donc pour accompagner un enfant, désormais, je ne cale plus tout à 100% comme je le faisais au préalable, c'est-à-dire que mes phases, elles sont là, mes étapes, elles sont calées, mes séances, je cale des intentions de séance prévues, mais je ne cale pas mes exercices à l'avance. Ça, je ne le fais plus. Par contre, d'une séance sur l'autre, je cale mes exercices pour la séance qui va suivre. Je ne le fais plus parce qu'avec les enfants, ça demande tellement d'adaptabilité que j'ai remarqué que finalement, sur le fait accompli, j'étais souvent obligée de trouver un plan A ou un plan B, un plan C, ou d'avoir d'autres propositions dans mes tiroirs pour que ça convienne à l'enfant. Donc maintenant, je crée mon protocole adapté à un enfant et je laisse les exercices libres. Cette case est vide jusqu'à temps que j'ai animé la séance précédente qui va me donner des indications sur l'enfant, sur ses goûts, sur ses ressources, sur ses besoins qui évoluent aussi au fur et à mesure du temps. Et seulement quand j'ai ces infos-là, séance par séance, moi je cale mes exercices pour la séance d'après. Mais c'est pas parce que je fais comme ça que c'est la bonne méthode. En tout cas, je vous partage maintenant comment je fais aujourd'hui versus comment je faisais avant. Avant, je calais tout à l'avance, c'était figé presque. Mais du coup, en termes d'adaptabilité, c'était un peu rigide au démarrage. Or, avec les enfants, s'il y a bien une qualité qu'il faut, c'est l'adaptabilité. À vous de tester, à vous d'ajuster un petit peu quel niveau de détail vous allez quand vous concevez votre protocole avec des enfants. Puisque avec des enfants, on peut être amené à retirer un exercice qu'on avait prévu, on peut être amené à en rajouter un ou deux, on peut être amené à avoir une autre idée à trouver comme ça parce qu'il vous dit qu'il ne veut pas faire ça ou qu'il n'a pas envie ou qu'il n'aime pas. On peut être amené aussi à faire varier la structure de nos séances, puisqu'un enfant a besoin de rituels, mais il a aussi besoin de variation. Il va s'ennuyer si c'est toujours le même schéma de on parle, on se lève, on fait des mouvements, après on s'assoit ou on s'allonge, on écoute une histoire. Généralement, cette structure-là, au bout d'un moment, ils peuvent s'en lasser. Donc c'est bien aussi de varier. Ça fait l'objet d'une formation que je propose sur sophrologie et enfants, donc je ne vais pas en parler pendant 3 heures. Tout ça pour dire que à la fois il y a des choses qui sont communes entre protocole adulte, protocole enfant, mais à la fois il y a des choses qui changent, notamment la durée du protocole, notamment la pratique en elle-même qui sera beaucoup plus ludique, et toutes les adaptations que ça va nécessiter en termes d'intention de séance, d'exercice, de structure. La durée de la séance est adaptée, oui, forcément. Le temps d'attention étant différent entre un enfant et un adulte, et encore plus en fonction de l'âge de l'enfant, ça pourra être adapté. Généralement 45 minutes en moyenne, ça peut être moins pour un enfant plus jeune. Pour Nathalie, vous faites quoi comme exercice? Des mouvements de RD? Oui. De là à dire ce que je fais comme exercice, ça dépend de l'intention de séance, ça dépend des besoins, ça dépend de l'enfant, mais oui, il y a des relaxations dynamiques, il y a des relaxations dynamiques qui sont statiques, c'est-à-dire debout, juste un mouvement, et il y en a que je propose en mouvement, c'est-à-dire en marchant. Ensuite, il y a une sophronisation, ou un conte sophrologique, ou un sophroconte, vous l'appelez comme vous voulez. Donc c'est grosso modo le même schéma, sauf que tout est tourné en plus ludique, qu'il y a un fil conducteur pour l'enfant, c'est-à-dire on va dire un thème qui va parler à l'enfant, et qui va faire que les exercices ont une suite logique les uns entre les autres, qu'ils sont tous interconnectés, y compris avec l'histoire, et ainsi vous allez favoriser l'alliance, tout en répondant à son besoin. Alors, s'il y a des questions, spécifiquement sur la conception des protocoles adaptés aux enfants, étant donné que, comme je vous le disais depuis le début, évidemment, je ne pourrais pas répondre en tout cas, je ne pourrais pas vous faire une formation ce soir en 30 ou 45 minutes, mais plutôt vous donner des informations. Eh ben,
Allez-y, s'il y a des questions, je prendrai quelques minutes pour y répondre du mieux possible. Et si j'ai pas la réponse, je vous le dirai. Audrey, une séance mère-enfant est-il intéressant? Oui, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Ça dépend de l'objectif et ça dépend de si tout le monde est d'accord. Parce que quand on accompagne un enfant, on accompagne un enfant. Si l'enfant veut que sa mère soit là, pourquoi pas? Dans ce cas-là, moi je respecte et je reçois les deux. Si l'enfant veut que son parent parte, parce que des fois il a envie de se confier, il a besoin d'être seul, etc., avec la sophrologue, bah, dans ce cas-là, il faudra gentiment dire à la maman que l'enfant souhaite continuer à deux et que du coup ce temps va se faire voilà, en aparté. Mais tout dépend de l'objectif en fait de votre séance. Parce que si c'est pour favoriser le lien d'attachement, la complicité, le partage, bah alors là ça a beaucoup de sens d'avoir la maman et l'enfant. Ce soir, finalement, c'est une introduction au sujet des protocoles adaptés aux enfants. On pourrait en parler pendant 2-3 jours en fait. C'est juste une introduction dans laquelle j'ai essayé de donner quelques éléments de réponse qui pourraient peut-être commencer à vous aiguiller en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin de sophrologue. C'est une ouverture aussi sur une formation plus complète qui pourrait avoir lieu, que je suis en train d'élaborer, qui n'est pas encore dispo mais qui le sera très bientôt. Je propose 2 formations, 3 bientôt. Donc la première, c'est une formation qui s'appelle Sophro-relaxation, dédiée à des enfants, enfin à la pratique pour des enfants qui ont entre 0 à 4 ans. Donc on est sur une journée de formation en visio pour apprendre à monter des ateliers pour des tout petits en maternelle, en crèche, en RPE, avec une sophrologie adaptée. Ensuite, il y a une deuxième formation, toujours sur une journée, et certaines d'entre vous l'ont déjà suivie, je vous reconnais, qui est donc pour la pratique auprès des 5 à 11 ans, sur une journée aussi. Et une dernière que je lance donc fin janvier, qui est sur le public sur lequel j'ai été spécialisée en tout premier, celui des ados, pour accompagner des ados de 12 à 21 ans. À chaque fois, ces formations se déroulent sur une journée, en visio, et elles ont pour but de donner des informations à la fois théoriques sur les besoins de ces profils, sur les adaptations que ça demande, et surtout des vivances adaptées. Donc il y a vraiment beaucoup de pratiques d'exercices qui sont adaptées à chaque public, que vous pouvez expérimenter. Cette formation sur les enfants, je vais développer un niveau 2, puisqu'aujourd'hui j'ai un niveau 1 sur une journée. Le niveau 2 sera une autre journée. Et justement, elle sera sur le détail des protocoles que l'on peut proposer à des enfants pour les accompagner dans leurs besoins. Donc il y a beaucoup plus de cas pratiques, d'exemples, de pratiques aussi sur des jeux de rôle par exemple. Et là, on va vraiment parler de tous les besoins fréquemment rencontrés par les enfants, comme le calme, la concentration, la détente, la mémorisation, l'estime de soi, l'intégration avec un groupe, avec les autres enfants, la confiance, la maîtrise, la motivation, voilà, toutes ces capacités dont les enfants ont besoin. J'espère que ces quelques informations auront pu vous être utiles, ou en tout cas que vous pourrez glaner ici et là des petites choses qui vous seront utiles. Je réponds à une ou deux dernières questions et puis ensuite on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain live, je ne vais pas attendre 4 mois pour le refaire, enfin pour le reproposer. J'ai déjà calé la date, donc ce sera le jeudi 14 décembre à 20h45. C'est toujours les jeudis, c'est toujours au même horaire, à peu près tous les 2-3 mois en moyenne. J'ai pas encore choisi le thème, donc si vous avez des idées de thèmes, si vous avez des questions qui sont récurrentes, eh bien, dites-le moi dans la conversation, dans les commentaires à cette vidéo. Comme ça, moi, je peux faire des recoupements sur vos thèmes et puis, voilà, prendre le thème qui aura le plus de demandes pour répondre à tout ça. Pour les commentaires ou les questions auxquelles j'ai pas pu répondre, je vais prendre 2-3 minutes pour vous répondre là par écrit, voilà, notamment Séverine. Et puis, merci à vous d'être venus. Toujours gratitude de votre présence, de plus en plus nombreux et nombreuses. Et puis, avec plaisir pour échanger avec vous sur d'autres occasions. D'ici là, bonne pratique de la sophro avec des enfants, peut-être aussi avec des adultes, des ados, mais majoritairement avec des enfants, parce que même si c'est un challenge, c'est aussi super intéressant et super gratifiant. Donc, merci à vous d'être venus. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.